Notre sujet du jour, c'est le sujet d'une union industrielle qu'on peut célébrer en ce 14 février avec Marc Renaud à mes côtés en plateau, le président fondateur de Mandarine Gestion. Bonjour et bienvenue Marc. Bonjour. Oui, vous allez avoir un peu plus de temps pour lire l'ouvrage de CPR, peut-être. Vous me disiez, je vais le lire, ça m'intéresse. Non, pas tout de suite, oui. Reprenons l'histoire. Donc, cession de Mandarine Gestion à LFPI. Voilà, les négociations exclusives ont été entamées. L'opération est en train de se mettre en place. Marc, je voulais qu'on revienne quand même un petit peu en arrière pour redire un mot de la naissance de Mandarine Gestion avant de parler de la cession. 2008, l'agrément en février 2008, c'est ça, Marc ? C'est ça. Alors, ça prouve juste qu'on ne fait pas une boîte pour le timing. Hein. Parce que 2008, tout le monde s'en souvient pas, mais c'est -20 en janvier, -20 en juin, avant qu'arrive Lehman. Mais bien sûr, la crise a commencé avant la chute de Lehman. La chute de Lehman, d'une certaine manière, ça a été presque la fin de la crise, mais ça avait commencé bien avant. Sur le gâteau, effectivement. Ouais. Non, écoutez, on avait fait ça parce qu'on était prêts, vous savez. On fait une boîte quand on est prêt, pas pour le timing. D'abord, le timing, on n'en sait rien. Et puis, là, j'avais la chance d'avoir des clients, des salariés, des actionnaires. À l'époque, la famille Dassault, la Française et Ophi qui étaient prêts à me suivre. Voilà, et puis on a réussi à traverser ça. Quand on traverse un truc comme ça au démarrage, normalement, après c'est bon, quoi. Surtout qu'en plus, j'allais dire, le lancement, effectivement, bon, on ne maîtrise pas le timing, mais pour le pire et le meilleur. Le pire, ça a été effectivement le pic de stress avec la chute de Lehman 15 septembre 2008. Mais le meilleur, ça a été aussi le point bas historique du 9 mars 2009 sur les marchés européens. Le CAC était à 2005, il faut se souvenir. Non, vous avez raison. Pour un investisseur ou un gestionnaire d'actifs qui se lance... Oui. La phase démarrage, c'était étrange quand même, parce que je pouvais même pas envoyer mes commerciaux en clientèle pour dire que c'était bien les actions, donc c'était bizarre quand même. Mais effectivement, le point bas, on a décollé là-dessus, vous avez raison, on a fait très vite 1 ou 2 milliards grâce à ce rebond violent de la bourse. Donc voilà, l'histoire, c'est effectivement un timing assez amusant. Bon, venons-en à l'opération de cession. Qu'est-ce qui a nourri votre réflexion dans ce processus ? Comment s'est fait la rencontre avec LFPI, Marc ? Alors d'abord, ce qui a mûri, c'est moi, j'ai 64 ans, donc moi... Tiens, ça me dit quelque chose, cet âge. Donc il faudrait me reprocher. Non, sérieusement, ça fait un moment que je distillais l'information, que je voulais pas mourir sur les marchés, donc j'étais sollicité de façon informelle, et pour être très transparent, nous avons, avec mon associé Rémi Le Servoisier, lancé un processus formel l'année dernière. On a reçu un certain nombre de marques d'intérêt. Formel, c'est on a pris un banquier, on a cherché des acheteurs. Et donc on a discuté avec un certain nombre de gens. Et assez vite, ça met un an quand même, ces histoires-là. Assez vite, parce qu'il y a une logique entrepreneuriale avec Mescart. Parce que, vous savez, la logique entrepreneuriale, c'est que les salariés qui sont chez Mandarine, s'ils sont là et pas dans une grande boîte, c'est pas par hasard. Et l'aspect capitaliste. Vous êtes une quarantaine, c'est ça l'équipe. On est une quarantaine. Donc la possibilité pour eux de rester intéressés au capital, la possibilité aussi pour les acheteurs d'avoir, si ce n'est une certitude, en tout cas, la conviction qu'ils vont garder les équipes, parce qu'entre parenthèses, ils n'achètent que des équipes. Donc l'aspect complémentarité culturelle, complémentarité de business aussi, on apporte une expertise action plus développée, notamment avec des développements sur la gestion globale, la gestion thématique, à des gens qui, par ailleurs, eux, font des choses que nos commerciaux n'avaient pas, la gestion diversifiée, la gestion de tout, il y a une vraie complémentarité. Voilà, donc ça me semble un deal séduisant. Et il y a les faits-tailles, on en parlera aussi. Là, c'est un phénomène de marché. Voilà, donc c'était le temps pour moi. Je le fais avec des gens avec qui je me sens à l'aise d'assurer une transition. L'intérêt de mes salariés et les raisons qui font que sur une structure comme celle-là perdure, ça a toutes les chances d'être un bon deal. Après, on sait après. Ouais. Non, mais alors, déjà... Les équipes sont maintenues, la marque est maintenue, Marc. Ça m'intéresse beaucoup aussi. Toutes les marques ne survivent pas une cession. En l'occurrence, LFPI a racheté Mescart. La marque existe toujours et plus que jamais même. Ça devient la marque phare de la gestion d'actifs chez LFPI. Mais précédemment, ils avaient racheté Hamilton Asset Management, qui était une marque tout à fait réputée aussi sur la place parisienne, qui, elle, a été fondue justement dans la marque Mescart. Mandarine, qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui fait la force de la marque et qu'est-ce qui fait que LFPI choisit de garder la marque Mandarine ? Alors d'abord, je tiens à dire que c'est un choix fait par LFPI. Évidemment, ça nous fait plaisir, mais ça ne faisait pas partie de la négo. Ils ont considéré effectivement que cette marque avait de la valeur dans le monde des actions d'une part. Et là, j'en ai pas parlé en parlant des complémentarités. Nous apportons notre capacité de distribution, c'est-à-dire les référencements chez les assureurs pour les CGP,
la sélection que font tous les sélectionneurs de gestion privée des grandes banques. Donc on a cette image de spécialité des actions avec des référencements nombreux. Et effectivement, l'acheteur a considéré que ça avait de l'intérêt pour cette classe d'actifs de garder la marque. Donc derrière la marque, effectivement, ce qui vient nourrir la marque dans une marque d'asset manager, c'est la capacité à avoir construit ce réseau de distribution en indépendant, Marc. Vous avez eu des actionnaires, des participations et des accords capitalistiques avec des réseaux, des banques, on va le dire. Arkea était à votre capital, mais ça s'est fait à partir de 2017. De 2008 à 2017, ce réseau, vous l'avez bâti, enfin vous et les équipes de Mandarine, en totale indépendance. Oui, et puis vous savez, les réseaux, j'ai eu aussi la Banque Postale dans le capital. Ouais. En fait, les réseaux, je les comprends, je me mets à leur place. S'ils ont 15% d'une boîte, ils vont pas me distribuer dans leur réseau mainstream en me filant 85% en gardant 15%. C'est pas comme ça la vraie vie. Donc, c'est pas là que ça se passait, vous avez raison. C'est les sélectionneurs de fonds, des gestions privées notamment, toutes les architectures ouvertes, les contrats d'assurance vie. Et ça, ce boulot, ça prend du temps. Alors, la marque, c'est aussi le travail, pour le coup, sur la marque, l'image. Le SG, par exemple, où on a été quand même parmi ceux qui sont parmi les premiers distingués. Voilà, c'est un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, dans la valeur qu'accorde l'acheteur à Mandarine, il y a effectivement la marque et les référencements, mais j'en suis ravi. L'effet taille, vous disiez, Marc, donc plus 3 milliards d'euros d'encours, c'est ça pour Mandarine. 3 milliards d'euros, c'est pas suffisant pour un indépendant aujourd'hui pour se projeter sur 5-10 ans encore ? On est en très bonne santé, on est très profitable, mais les points morts augmentent. Ça s'appelle le coût de la réglementation, le coût des data. Et puis il faut amortir une équipe de ESG qui est de 2 et qui sera de 5 demain sur une plus grosse base. Et puis... Donc, c'est pas pour survivre, encore une fois, nous on est très rentable, tout va bien, et on aurait pu continuer un développement solo, mais cette taille vous permet, je vais vous donner un exemple. Nous, on est en Autriche, on est en Allemagne, on n'est pas en Italie, on n'est pas en Belgique. Quand vous faites 3 milliards d'euros, vous dites où je vais ? Je vais en Italie ou en Belgique d'abord ? Quand vous avez 8 milliards, vous dites je fais les deux. Voilà. Ça s'appelle amortir sur une plus grosse base installée. Ça fait gagner du temps de développement. Donc, et puis, mes commerciaux, moi, j'ai une image, effectivement, de spécialistes des actions, mais mes commerciaux, c'est 15 ans qui me disent, tu sais, on n'a que du directionnel à vendre en CGP, c'est dur. Là, ils vont avoir autre chose à vendre. Donc, voilà. Ça, c'est des accélérateurs de croissance. Et la taille critique, effectivement, on me disait il y a 10 ans, allez, entre 500 millions et 1 milliard, on peut être rentable en tant que gestionnaire d'actifs. C'est plus vrai du tout aujourd'hui. Non, en tout cas, vous pouvez être rentable, mais vous gérez votre fric et celui de vos copains. Vous n'êtes pas dans une logique de développement, vous n'avez pas les moyens de le faire. Donc ce que vous dites, moi je dirais plutôt 20 ans que 10 ans. On vivait très bien à 3 dans un Haussmannien en gérant 700 millions. Aujourd'hui, déjà, vous n'êtes pas 3, vous avez 2 contrôleurs des risques en plus. Et puis vous ne faites pas du développement. Donc oui, on ne peut plus bricoler, ça demande des moyens et une taille. Voilà, là, une opération comme celle-là accélère l'effet taille, donc ça fait partie des choses qui sont bonnes à faire. Quelle est la place de Marc Renaud dans le dispositif LFPI, Marc ? Moi, je souhaite arrêter de bosser, mais je ne suis pas pressé. Et j'ai très envie, et on me l'a demandé, je me suis engagé à le faire, on m'a demandé à participer à la phase de transition, mais j'en suis ravi. Donc mon boulot, c'est d'expliquer, comme vous me donnez gentiment l'occasion de le faire, que c'est une bonne suite de l'histoire. C'est de faire doucement une transition de l'activité gestion proprement dite avec mon numéro 2 qui est là avec moi depuis 15 ans, ça devrait pouvoir se faire. Voilà, tout ça sans partir en courant demain matin. Et moi, je suis très content de faire une sortie en sifflet. Comment vous regardez, alors au-delà du deal, mais qui est un exemple effectivement de ce marché en pleine phase de consolidation, comment vous regardez les logiques de consolidation qui sont parfois différentes ? Là, LFP est un acteur qui vient essentiellement du non-coté, capital investissement, immobilier, il y avait de la gestion privée, mais dette privée, beaucoup d'actifs non-cotés. On voit que depuis quelques années, ils achètent des gestionnaires d'actifs cotés, en l'occurrence, Hamilton Mescart, Mandarine Gestion. Il y a des logiques également autour de réseaux de CGP, autour de réseaux de distribution. Comment vous regardez ces logiques de consolidation et qui drivent le marché aujourd'hui, là ? Ouais, c'est logique. C'était des marchés distincts, en fait. Le non-coté, c'était réservé à quelques grandes institutions avec une absence de liquidité, etc. Le non-coté qui a connu un développement fabuleux depuis 10-15 ans. Maintenant, on peut le décliner et le vendre en retail. Mais c'est quand même du non-coté pas liquide, ça a du sens. Notamment le non-coté, vous levez un fonds, vous gagnez votre argent à la fin. Le côté, c'est tout de suite. Ça a du sens de mettre ça ensemble et effectivement d'élargir les possibilités en termes de champ de clientèle. Ça, plus l'international. Le non-coté, sauf les très grosses boîtes, c'est plus difficile d'être internationaux. On a des boîtes qui sont souvent domestiques.
en actions cotées. Nous, on travaille depuis longtemps sur des marchés mondiaux. Donc ça a du sens de mettre ça ensemble, d'apporter une complémentarité de gamme. Et ce ne sont commercialement plus des mondes distincts, en fait. Donc, oui, on voit que les frontières tombent. Moi, je sais, c'est commercial. Il n'y en avait pas forcément il y a 10-15 ans. Et ça, c'est un vrai soutien à la poursuite du développement de la gestion active versus la gestion passive, notamment dans ce monde de la gestion d'actifs. Quand on est un gérant d'actifs actifs, en l'occurrence, Marc, j'ai l'impression qu'il faut aller de plus en plus vers des poches d'expertise fortes, indétrônables presque d'une certaine manière, ou pas réplicables par la gestion passive. Ouais, vous avez raison. On peut plus faire une boîte de gestion avec, j'appelle ça les MeToo products. On peut plus faire la concurrence aux ETF et à Amundi. Je dis pas ça. Je pense beaucoup de bien. Oui, total respect. C'est l'industrie. C'est l'industrie. Nous, on doit trouver des niches. On doit être innovant et ou bon. Et bon, ça se décrète pas. Et donc, il faut absolument se distinguer du mainstream, pardon pour le jargon. Donc oui, nous, l'exemple que je peux donner, c'est le formidable succès pour une boîte de notre taille, de notre fonds transition climatique. Jamais dans nos rêves les plus fous, on imaginait lever fonds ouverts et fonds dédiés 1 milliard en 1 an et demi en étant à l'origine pas spécialement légitime là-dedans. Donc ce sera, en plus, vous dites, il ne faut pas que ce soit réplicable. Ce sera répliqué par exemple. Oui. Mais si vous arrivez avant, c'est bon. Donc voilà, il faut trouver des niches, il faut trouver des positionnements. Et le tracking error et demi en concurrence d'un ETF, non, on n'y arrive pas comme ça. Donc on ne peut plus faire de la taille sur des produits classiques. Donc il faut trouver des niches, elles ne marchent pas toutes. Donc oui, c'est un frein aussi au développement. Le marché est devenu plus difficile en termes de capacité à lever des actifs. Merci beaucoup Marc, merci d'être venu nous parler. Oh, pas pour la dernière fois quand même. Ah non, si vous m'invitez encore, oui. je devrais traîner encore quelques temps sur le marché. Avec plaisir. Marc Renaud qui était avec nous pour cette opération quand même structurante, puisqu'on parle de la cession de la société Mandarin Gestion que vous avez fondée en 2008. Marc Renaud, président fondateur de Mandarin Gestion, qui était avec nous, l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct.